C'est parti. Donc, ce webinaire va s'organiser autour principalement de la présentation d'un guide pratique qui a été réalisé avec le soutien du Codifab, réalisé par un Généco, un bureau de structure bois, un bureau IBC, à l'initiative de la Fédération française du bâtiment, de la CAPEB et de l'Union industrielle des constructeurs bois. Pour la présentation de ce guide, on va s'en inspirer fortement, mais on va aussi vous montrer pas mal de retours d'expérience. C'est pour ça que j'ai convié Adrien avec moi aujourd'hui, parce qu'en tant que charpentier, il y a eu, on va pouvoir vous proposer des choses qu'on a vues en chantier et qui nous semblent intéressantes à partager. Voilà. Je vais très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous présenter l'Interpro. Alors, Fibois, Fibois, il y en a un dans chaque région. Il y a la filière, ça représente 2500 acteurs. Il y a 12 interprofessions en région, 130 salariés pour la totalité des Fibois. Voilà. Et les architectes, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, quand vous avez des questions sur la filière bois, vous pouvez vous rapprocher de votre interprofession. On a des missions qui sont principalement d'intérêt général. Bois de France, nous, on est là pour promouvoir plus la filière et le bois dans notre région, valoriser les essences locales, dynamiser les entreprises. Dans Fibois, il y a vraiment toute la filière. Il y a l'ONF, les propriétaires forestiers privés, les scieurs, les charpentiers, les architectes, toute la filière, en passant par le bois énergie. Alors, si on vous propose ce webinaire aujourd'hui, c'est parce que la gestion d'humidité en phase chantier dans les constructions bois, c'était relevé, identifié comme un point de vigilance capital, voilà, dans de nombreux retours d'expérience. Alors, le bois, c'est un matériau de construction qui est fabuleux, voilà, qui est un matériau très résistant, qui est en plus un produit décarboné, ainsi de suite, mais il n'en reste pas moins sensible à l'humidité. Et aujourd'hui, en plus du bois, souvent, on y associe des isolants qui sont biosourcés. Et construire en bois et en isolant biosourcé, ça nécessite d'envisager les chantiers d'une manière un peu différente, voilà, de ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire avant. Et ce qu'on va voir, c'est les stratégies pour garantir une mise en œuvre dans des conditions d'humidité qui sont le plus maîtrisées possible. Voilà. Essayer d'anticiper les, les prises d'humidité accidentelles qu'on pourrait avoir sur chantier. Pour ça, on va voir, alors, on va dans un premier temps quand même essayer de comprendre ce qu'est le matériau. Voilà. Parce qu'une fois qu'on l'a bien compris, on est quand même beaucoup plus sensibilisé à ce qu'il faut faire ou pas faire, et au fait que voilà, l'humidité, ça peut avoir des conséquences qui sont quand même des fois rédhibitoires sur les chantiers. On va, dans un second temps, voir les causes identifiées d'humidité excessive. Troisième point, les points singuliers, tout ce qui est piège à eau, les protections, voilà, pour éviter, limiter les reprises d'humidité. Et en dernier lieu, on verra les retours d'expérience. Le bois, c'est un matériau qui est vivant, voilà, et c'est un matériau qui est sensible à son environnement, notamment à l'humidité. Il a une capacité alors d'absorption et de résorption de l'eau. Voilà. Il la prend et il peut la recracher selon les conditions. Au contact direct de l'eau, il l'absorbe. Il en est de même pour l'humidité de l'air. Alors, petit chiffre important, à la récolte du bois, l'humidité dans le bois, elle est comprise entre 80 et 140%, voire pour certaines essences, 200%. Ça veut dire quoi, 200% d'humidité? Ouais, par exemple, un épicéa peut peser 900 kg du mètre cube à la récolte, et quand il est mis en œuvre, dans les conditions de mise en œuvre du bois, il va peser 450 kg. Voilà. À 450 kg, il y a toujours de l'humidité dans le bois, mais il y en a beaucoup moins qu'à la récolte. Donc c'est vraiment un matériau, voilà, qui est aussi fait d'eau. Alors l'eau, elle a vraiment aucune incidence quand les bois sont sur pied. Voilà, et c'est une fois que les bois sont récoltés qu'effectivement l'humidité
peut causer certains problèmes. Concernant l'utilisation du bois en structure, il y a deux problèmes qui sont liés à l'humidité. Enfin, les principaux, les deux grandes familles de problèmes sont les déformations des éléments en bois. Voilà. Il y aura toujours de l'humidité dans les éléments en bois, même dans les bois secs. On entend par bois sec des bois avec un taux d'humidité suffisamment bas pour qu'ils ne se déforment plus ou de manière imperceptible dans les conditions de mise en œuvre. Et après, il y a l'altération qui est liée au développement des champignons. À partir d'un certain taux d'humidité, on peut voir des champignons apparaître. On y reviendra très rapidement. Alors, les déformations qu'on peut constater dans le bois sont principalement dues au fait que dans le bois, il y a de l'eau, et au fur et à mesure que l'eau s'évacue du bois, eh ben, on va assister à des retraits, voilà, qui vont être plus ou moins impactants selon le sens dans lequel ils vont s'opérer. Donc, on voit ici sur la présentation qu'on a des cellules qui sont remplies d'eau. Au fur et à mesure du séchage, eh ben, l'eau qui est contenue dans le bois, tout doucement, va s'évacuer. Quand les bois sont au-dessus de 30% d'humidité, il n'y a pas de déformation. C'est à partir du moment où on atteint les 30% d'humidité, quand on va en dessous, que toutes les déformations du bois vont s'exprimer. Voilà. Alors, elles vont s'exprimer de différentes façons. Hein. Ça, vous allez avoir des flashs, des flashs de champs, des déformations diverses. Ça peut partir en hélice, ça peut tuiler. Voilà. Donc, tant que le taux d'humidité est supérieur à 30%, ça ne bouge pas. Et à partir de 30%, ça se déforme. Alors, les déformations des éléments bois liés à l'humidité, elles peuvent avoir une incidence plus ou moins forte, voilà, notamment des gonflements. Ça, c'est un petit schéma qui était justement présenté dans le guide sur la construction et la gestion de l'humidité en phase chantier, qui vous montre voilà, qu'à 16% d'humidité, euh, ce plancher en OSB va faire 200 mm d'épaisseur et qu'à 7% d'humidité, il va faire 196 mm d'épaisseur. Voilà. On va assister à une espèce de dessiccation du bois qui va lui faire perdre 4 mm. Alors, les dessins ne sont pas à l'échelle, c'est volontairement accentué pour montrer les déformations. Mais alors, quand on est sur un étage, c'est pas forcément gênant, mais quand on est sur une multitude d'étages, effectivement, il peut y avoir des assèchements qui font qu'on perd quelques centimètres. Donc, il y a des stratégies de conception qui sont faites pour éviter ces déperditions. 16% d'humidité, c'est un bois qui est tout à fait apte à mettre en œuvre. Et 7% d'humidité, c'est des choses qu'on peut retrouver dans le bâtiment une fois qu'il est chauffé, sans aucun problème. L'autre altération qui peut être liée à l'humidité, c'est le développement de champignons. Alors, il y a deux grandes familles de champignons, les champignons linicoles. Il s'agit de moisissures. Alors, ces champignons linicoles, ils n'ont pas d'incidence sur la résistance mécanique des bois. Ils ont plus des incidences esthétiques. Vous allez avoir des taches, vous allez avoir du bleuissement, vous allez avoir des choses qui ne sont pas forcément agréables au niveau esthétique. Alors, pas forcément gênantes quand elles sont cachées, mais quand on est sur du bois visible, qui peuvent être très gênantes. Voilà. Et après, il y a les champignons lignivores. Alors, ceux-là, par contre, ils s'attaquent directement à la structure du bois et ils le détruisent. Donc, forcément, on perd de la résistance mécanique. Voilà, le bois disparaît consommé par les champignons. Ces champignons, en dessous, alors, il y a deux grandes étapes de seuil d'humidité. Les champignons linicoles, on dit à partir de 18%, mais c'est plus 20%. Enfin, voilà, 18-20% d'humidité, on peut, dans certaines conditions de température, avoir quelques champignons linicoles qui viennent décolorer ou colorer les bois. Pour les champignons linivores, le seuil, c'est 22% d'humidité. En dessous de 22% d'humidité, vous n'aurez pas de champignons qui s'attaquent à la structure du bois. Ça, c'est une donnée qui est assez importante à connaître, parce qu'effectivement, quand on se rend compte que sur le chantier, on a des seuils d'humidité qui sont supérieurs, il faut tout de suite être très, très vigilant. Le bois, il a également cette particularité c'est un matériau qui est hygroscopique, donc dans des conditions de température et d'humidité, il va se stabiliser à un pourcentage d'humidité.
Par exemple, ici, alors il y a des abacs qui existent. Celui-ci vous montre que pour 20 degrés à 5 avec, enfin, pour une température de 20 degrés et une humidité relative de l'air de 55%, bah le bois va se stabiliser à peu près à 10% d'humidité. Voilà. C'est pour ça aussi que voilà, souvent on dit quand on pose des choses qui sont très précises comme du parquet, tout ça, de venir poser le parquet dans le chantier quelques temps avant pour qu'il vienne bien s'imprégner des conditions climatiques et plus bouger une fois qu'il sera posé. Venir se stabiliser à au bon taux d'humidité. Autre, autre chose sur l'équilibre hygroscopique du bois, ça c'est une petite carte qui vous montre. Alors, vous voyez qu'en dessous de chaque ville, il y a 3 chiffres. Il y a, par exemple, si on prend Lille, il y a 13, 17 et 21. 13% d'humidité, c'est l'humidité basse. La moyenne, c'est 17% et l'humidité haute, c'est 21%. Ça veut dire quoi? C'est les humidités maximum constatées quand les bois sont mis sous abri. Ça veut dire, là, on voit qu'en France, à partir du moment où les bois sont abrités, voilà, juste abrités du contact direct de l'eau, donc dans un hangar non chauffé, a priori, il n'y a pas de raison que ces bois-là soient attaqués par des champignons linivores. Alors, on dépasse jamais les 22% d'humidité. Donc, un bois sous abri, a priori, il n'y a pas de raison qu'il soit attaqué par des champignons linivores. On pourrait des fois assister à peut-être des taches de bleuissement, des choses comme ça, mais pas de champignons linivores. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est très importante. La première chose à faire, c'est d'abriter les bois. Ça, ce sont tous ces documents-là. Vous les retrouverez dans le guide. Peut-être que Marine également vous mettra dans la discussion le lien où vous retrouverez ce guide. C'est quelque chose qui est téléchargeable, évidemment, sur le web. Voilà. Dans ce guide-là, on vous donne également les taux d'humidité du bois en phase chantier, en classe de service 1, dans les locaux qui sont chauffés, et en phase de service, en classe de service 2. Voilà, là, on est plus en structure dans les murs. Donc, on voit que pour une classe de service 1, on est sur des humidités maximales hautes de 18% d'humidité. Pour la partie structure, qui est celle qui nous concerne nous aujourd'hui plus principalement, on est sur des humidités hautes qui peuvent, de manière ponctuelle, atteindre 20% d'humidité. Un bois de structure, normalement, il doit être aux alentours de 15% d'humidité. Quand il est enfin, chez les charpentiers, c'est à peu près ces taux-là qu'on constate. Alors, l'humidité du bois sur basse sèche, elle ne doit pas être supérieure à 20%, c'est vraiment le seuil maximum, pendant plus de 8 semaines par an, en ne comptabilisant que les périodes supérieures à une semaine et en ne dépassant jamais 30% d'humidité. Alors, une fois qu'on sait tout ça, vous êtes sur le chantier, comment procéder à cette veille, à ces contrôles? C'est des choses qui sont importantes à indiquer, notamment dans les cahiers des charges. De vous dire, voilà, moi j'attends un certain taux d'humidité et je pourrais être amené à contrôler cet taux d'humidité. Dans ce guide-là, vous verrez comment les contrôler, les outils avec lesquels les contrôler. Par exemple, ici, on a donc là un outil qui vous permet de mesurer l'humidité du bois. C'est une méthode de mesure d'humidité qui se fait selon une norme qui est bien précise. Elle est adaptée pour le bois massif, pour le bois massif à goûter, pour le bois massif reconstitué, pour le bois lamellé collé, enfin voilà. Tout ce qui sont les éléments de structure utilisés sur les chantiers bois. Vous voyez qu'ici, il y a une petite légende qui vous explique où tester, comment tester, dans quelles conditions. On teste ça à 30 cm du bout de la planche, à, enfin, à un tiers, au moins un tiers du bord, qu'on s'enfonce entre un tiers de l'épaisseur jusqu'à 7 cm au plus profond. 7 cm, c'est la longueur maximale des broches, hein. Voilà, des électrodes.
Donc, ces mesures d'humidité sur le chantier, elles peuvent des fois, alors, il faut faire attention parce qu'elles peuvent laisser des marques. Quand vous y revenez régulièrement parce que vous avez constaté des problèmes, des fois, ça vaut le coup de laisser les broches voilà, directement dans les poutres pour venir après tester régulièrement ces bois et cette humidité. Adrien, je te laisse intervenir. Si tu as des commentaires, des choses à rajouter, surtout n'hésite pas. Donc là, Une on a vu question de l'humidité. Cédric Névians qui Oui, demande au niveau du DTU, normalement on a 18% maximum qui est demandé pour la mise en œuvre. oui, Est-ce que c'est bien ça? Alors de mémoire, il me semble que c'est 18% max et que ponctuellement on peut monter à 20 ou 22, il me semble de mémoire. Je ne sais oui. pas Alors, si ponctuellement, ça tu avais la même chose. 20% maximum, voilà, comme précisé dans ce slide-là. Effectivement, on est 18% maximum, et généralement, enfin, Adrien, tu me dis si je dis des bêtises, mais les bois, quand vous les réceptionnez à l'atelier, sont aux alentours de 15-16% d'humidité, généralement. Voilà. Mais oui, effectivement, le DTU fixe un taux d'humidité Ouais, maximum. maximum, on les reçoit à 15 et ils ont plus tendance à les descendre à 12. Oui. Alors, 12%, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est à 12%, c'est les bois collés. Enfin, pour pouvoir coller du bois, faire du lamellé collé, du bois massif à bouter, on est obligé d'assécher les bois à 10-12% d'humidité. Alors après, selon les conditions de transport, enfin voilà, des fois, quand on est en hiver, qu'il fait froid, que l'humidité est forte, ils peuvent reprendre un peu d'humidité sur le trajet. Donc, ils peuvent arriver un peu plus humides. Là, on a vu les bois, les panneaux. Alors ça, c'est une méthode de mesure qui est vraiment propre qui est présentée dans le guide pratique, qui est qui est une méthode en cours d'évolution, mais qui, je trouve, apporte quand même pas mal d'informations parce que, voilà, le panneau, à partir de quand vous êtes sur un chantier, il y a de l'OSB sur le plancher, il a pris l'eau, à partir de quand c'est bon ou c'est pas bon, hein. Qu'est-ce qui vous fait dire que il faut le changer ou ne pas le changer? Alors, on dit que l'épaisseur, alors d'abord, on carotte à un endroit, voilà, le plancher, on fait des petits prélèvements de 6 cm de diamètre, et on mesure l'épaisseur. Si l'épaisseur, elle a une augmentation, enfin, elle est supérieure à son épaisseur, l'épaisseur du panneau est supérieure de 10% à l'épaisseur nominale. Par exemple, sur un OSB de 20 mm, si vous avez plus de 22 mm d'épaisseur, voilà, ça montre quand même qu'il y a un problème. En dessous de 10%, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut évidemment évacuer l'eau et puis faire sécher. Mais quand on est au-dessus de 10% de déformation, entre 10 et 15%, là, il y a des procédures à mettre en place. Et au-delà de 15%, il y a encore d'autres procédures à mettre en place. Alors là, je vous les ai récapitulées. Tout ça, vous le retrouverez de manière beaucoup plus détaillée dans le guide. En dessous de 10% de déformation, vous pouvez, une fois que vous avez remis le bâtiment hors d'eau, ça va s'assécher, il n'y a pas de souci. Entre 10 et 15% de déformation, là, on vous recommande bah, de prendre régulièrement l'humidité, puis aussi de faire des tests de résistance mécanique. Voilà. Sur ces échantillons prélevés. Alors, j'avoue ne pas savoir précisément en quoi consistent ces tests de résistance mécanique, mais ce sont des choses à faire et que si les tests montrent que les valeurs sont identiques à celles déclarées, bon, il n'y a pas forcément de disposition à prendre, si ce n'est de mettre toujours d'assécher le bâtiment. Par contre, si les valeurs obtenues sont inférieures à ce qui était annoncé sur le produit, là, il faut peut-être euh, renforcer la structure. Au-delà de 15% d'humidité, enfin de gonflement, là, faut remplacer le panneau. Ce qui est bien, c'est que ça vous donne quand même des seuils. Au-delà de 15%, vous êtes à même de dire, écoutez, là, le gonflement du panneau est trop important, il ne reviendra jamais à la normale, on est sûr que mécaniquement, il a perdu ses propriétés, il faut remplacer. Alors, la localisation et la fréquence des mesures à effectuer, elles sont définies de manière très précise
dans le guide. Voilà, vous avez tout des guides sur où prendre l'humidité, toute une procédure qui est bien décrite. Si des mesures d'humidité sont effectuées, alors ça c'est mon collègue Hervé qui me l'a rappelé en préparant ce webinaire, si des mesures d'humidité sont effectuées, il faut absolument les formaliser et les joindre au compte-rendu de la réunion de chantier. Voilà, ça je parle aussi aux charpentiers parce que ça les protège. Voilà. Ils disent, voilà, on a constaté qu'il y avait de l'humidité, on a ouvert, on a contrôlé. Et donc ça, tout ça, ça doit apparaître au compte-rendu de chantier. Pareil, dans le guide, vous avez des petites fiches de mesure que vous trouverez. Alors là, on voit que c'est tout à la fin du guide, la page 103. De la même manière, vous trouvez dans ce guide comment contrôler l'humidité des poteaux. On est un peu sur le même process qu'on a vu pour les planches. Les échantillonnages sont précisés également. Les mesures sont réalisées sur les poteaux exposés avec un minima pour les poteaux en façade, un poteau par façade et par tranche de 20 mètres linéaires à chaque étage. Pour les poteaux intérieurs, s'ils sont exposés aux intempéries, un poteau par étage et par tranche de 100 mètres carrés de plancher, ainsi de suite. Voilà, la fréquence de mesure, alors, il est difficile de la fixer, une fréquence de mesure sans connaître les caractéristiques du chantier. Néanmoins, et à défaut, une mesure mensuelle peut sembler adaptée pour des projets multi-étages. Alors, il y a l'humidité des bois, mais effectivement, la mesure d'humidité, elle ne s'arrête pas forcément à la structure. Hein. Quand on construit, souvent on est sur des murs ossature bois, des façades ossature bois, des caissons dans lesquels il y a des isolants. Et ce qui est à l'intérieur du mur, caisson ossature bois, normalement, c'est protéger de l'humidité. Mais si la protection de ces ouvrages elle a été défaillante, il est impératif de contrôler le taux d'humidité des isolants. Ça, c'est le minimum. Les causes identifiées d'humidité excessive, elles sont au final très simples. On ne va pas se gratter la tête trop longtemps. Hein. C'est principalement la pluie, la neige, la rosée, le contact avec des matériaux de la filière humide, tout ce qui peut engendrer des augmentations d'humidité dans le bois, et principalement la pluie. Hein. Contact du matériau bois avec de l'eau, à quel moment ça peut arriver? Alors, avant le chantier, pendant le transport, ça peut arriver pendant le montage des ossatures sur le chantier, mais pareil, peu importe le moment, voilà, une fois que ça a pris l'eau, il faut gérer, il faut mettre hors d'eau le plus rapidement possible, évacuer l'eau résiduelle et surtout ventiler. Voilà. Quand vous avez des choses qui ont pris l'eau sur le chantier, ça peut prendre l'eau de manière ponctuelle. Voilà. Le plus tôt possible, essayer de mettre hors d'eau, évacuer l'eau résiduelle et toujours bien ventiler les bâtiments, pas les fermer, pour laisser l'eau s'évacuer du bois. On sait qu'on a vu tout à l'heure que le bois est une éponge, donc il va se gorger, mais qui sait aussi tout à fait recracher l'eau et qui va se stabiliser pour une température donnée à un taux d'humidité qui, normalement, s'il est abrité, devrait tout à fait correspondre aux taux d'humidité qui sont acceptables dans le bâtiment. Alors, les problèmes liés à l'étanchéité à la vapeur d'eau. Alors, ça, enfin, on sort peut-être un petit peu là de la partie chantier, mais j'ai juste voulu quand même faire un petit rappel là-dessus. C'est que protéger de l'eau, si on protège de l'eau, il faut aussi sortir l'humidité des murs. Voilà. On a vu que le bois, potentiellement, il contient de l'humidité. Voilà. Un bois, quand il arrive sur le chantier, il peut être on a vu, maximum 18% d'humidité. On a vu que quand il se stabilisait à 20 degrés et dans un air à 50% d'humidité, il va se stabiliser plus à 18, mais à 10% d'humidité. Donc l'humidité, pour passer de 18 à 10, il va rejeter de la vapeur. Si vous l'emprisonnez autour du bois, vous empêchez cette vapeur d'eau de sortir du bois, on peut arriver à la création de moisissures. Donc, les films doivent être étanches à l'eau, à l'air, mais ils doivent être hautement perméables à la vapeur d'eau.
Ça, c'est très important. Voilà. Il ne faut pas emprisonner les bois dans des choses qui sont 100% étanches. Voilà. Donc, c'est juste la conception du mur. De toute façon, ça, c'est des choses qui sont normalement en construction bois qui doivent être, qui sont maîtrisées par les gens qui construisent. Hein. On doit permettre à l'humidité qui est dans le mur de s'évacuer. Voilà. Alors, identification des points singuliers, on piège là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on voit ce petit schéma? Principalement que là où s'infiltre l'eau, c'est toutes les parties où on parle de bois de boue. Enfin, vous voyez, les bouts de bois. Voilà. Le bois, c'est un matériau qui est fibreux. Et quand on est sur l'extrémité de la planche, c'est vraiment à cet endroit-là que ça va boire le plus. Donc, on voit que les hauts de poteaux sont vraiment des points sensibles, que les nez de dalle, quand on est sur du CLT, sont également des points sensibles, que les allèges de menuiserie. Il y a voilà, le fait qu'on soit sur des bois de boue et puis aussi sur des parties où l'eau elle est susceptible de stagner longtemps et donc d'imprégner longuement le bois. Les jonctions entre les murs et les planchers, les jonctions entre le noyau central ou les noyaux béton, tout ça sont vraiment des points singuliers qu'il faut maîtriser. On verra les différentes mesures de protection, mais notamment il y a des membranes qui peuvent se mettre sur les murs, sur les têtes de murs, qui peuvent aussi, il y en a qui sont adaptées à être mises sur les planchers. Voilà, on voit là à droite des membranes qui sont mises sur les planchers. Les protections, alors, étanchéité à l'eau adaptée aux durées d'exposition potentielles. Elles doivent avoir une certaine résistance mécanique. Elles doivent conserver des performances bien qu'il y ait des UV, voilà, pour la durée de protection requise. Elles doivent être perméables à la vapeur d'eau. Ça, c'est très important. Et alors, effectivement, quand elles sont posées sur plancher, on doit essayer de faire. Normalement, les membranes qui sont faites pour aller sur les planchers sont traitées anti-glissance. On va vous montrer les mesures de protection qui peuvent être adaptées. Alors là, on a vu sur cette photo, là, sur la photo à droite, vous avez vu que la totalité du plancher a été recouverte d'une membrane qui est autocollante. Celle-ci, ça ressemble à du wet guard. On la verra plus précisément par la suite. On peut soit mettre ce wet guard sur la totalité du plancher, mais pas forcément non plus. On peut aussi se contenter de protéger juste la périphérie, voilà, les nez de dalle avec, donc alors, là on nous dit qu'il faut que ce soit la protection recouvre alors, la hauteur divisée par 2,5. Voilà. 1 mètre 50 de protection de nez de dalle, généralement, ça évite au CLT de reprendre de l'humidité et de gonfler. Là, on est principalement sur du CLT. De la même manière, les jonctions voilà, entre les panneaux de CLT, on peut y mettre des bandes adhésives. Ça, on est sur vraiment là, des points sensibles. Tous ces petits documents, toujours, vous les retrouvez dans le guide. Un autre point sensible, c'est les raccords mur-plancher. Des bandes adhésives permettent d'éviter l'infiltration de l'eau entre le plancher et le bas du mur, parce que là, on peut être sur des eaux stagnantes qui restent relativement longtemps, qui peuvent tout doucement déclencher peut-être des phases de coloration, un peu de bleuissement des pieds de mur qui ne sont pas forcément très esthétiques, notamment quand on est sur du bois visible. Il y a d'autres mesures de protection qui sont présentées dans ce guide-là, qui sont plus des protections intégrales de chantier, voilà, mais qui sont encore assez peu courantes, voilà, ou qui sont appliquées dans des chantiers très spécifiques. On a des chapiteaux qui peuvent être amovibles. On n'a pas, alors ça se fait pas mal dans les pays du Nord. Moi, je n'ai pas encore vu de chantier avec cette technologie-là en France, mais certainement qu'il y en a déjà eu. Et après, des chapiteaux voilà, qui peuvent recouvrir l'intégralité du chantier. Là, on est sur un chapiteau qui est monté dans
restauration d'une maison bourgeoise à Croix qui vient recouvrir la totalité du chantier parce que là, on ne peut pas, il est impossible d'avoir des reprises d'humidité sur ce chantier parce que la totalité de la couverture est déposée et que les étages inférieurs ont été complètement restaurés. Donc, on n'a pas le droit d'avoir de dégâts. Alors, les protections, c'est vrai que sur ce chantier-là, elles ont un coût, hein, ne serait-ce que le coût de la bâche en couverture et fourniture, et c'est de l'ordre de 30 € du mètre carré. Je pense que sur ce chantier-là, on est aux alentours de près de 100 000 € de protection du chantier pour assurer le hors d'eau du projet. Là, je vais peut-être laisser Avant de Adrien. passer peut-être au point suivant, on a juste deux questions sur le chat. La première qui concernait les mesures d'humidité dans les isolants. Est-ce que vous connaissez des outils fiables pour mesurer l'humidité des isolants? Je pense qu'Adrien, peut-être que comme vous travaillez souvent avec la paille, vous avez peut-être des outils à conseiller par Sans vos retours marque. d'expérience. Il est parti chercher cet outil. Voilà. Ça, l'avantage, c'est que c'est un Hazardliner. multimatériau. Voilà. Ça, c'est un multimatériau, en fait. Donc, on peut aussi bien réceptionner sur du béton quand vous posez un parquet, de la paille, de la boîte de cellulose, du plâtre. C'est vraiment un multimatériau. C'est vous qui le paramétrez. Vous pourrez aussi prendre du bois. C'est vous qui le paramétrez et vous avez plusieurs pics. Donc, on peut aller chercher à cœur, on peut aller chercher en surface. On a des pics de 20 cm. On a beaucoup de choses. Plus après des captures et des retours de localisation et d'humidité. Donc, ça peut être intéressant. Ok. Est-ce que vous pourriez mettre juste le nom du produit dans le chat, Oui, je le fais. s'il vous plaît? Merci. Et on avait une deuxième question de Yann Ducoq qui nous demandait le texte d'origine pour l'intégrité des panneaux d'OSB par rapport aux 10% de surplus d'épaisseur. Ça, cette procédure de contrôle et de mesure, elle vient du guide pratique qui est téléchargeable. J'ai mis le lien Voilà. dans le Donc, chat aussi. vous la retrouverez dedans. Et pareil, alors une autre question qu'on aurait pu, enfin nous on parle de l'humidité acceptable pour le bois, voilà, on parle de 18%. Les isolants, c'est autre chose, enfin, voilà, c'est différent selon le type d'isolant, selon j'ai vu qu'il y a peut-être des gens de Steico qui assistaient à la présentation, s'ils ont des seuils à ne pas franchir, notamment pour les fibres de bois, tout ça, surtout n'hésitez pas à le préciser. Voilà, je sais que pour la paille, Adrien, on est aux alentours un peu au-dessus de 20%, et on est 20 max. 20 max. Voilà. Ouais, ça c'est non négociable pour la paille. C'est vraiment quelque chose, c'est un garde-fou qu'il faut garder. Il ne faut même pas essayer de faire 21 ou 20, 20, 20. Et là, donc, ce qu'on vous propose de voir, c'est voilà, quelques procédés qui vous permettent de garantir la mise hors d'eau des murs. Alors là, je crois qu'Adrien, on est sur des murs en bois et en paille. Oui, Je te laisse expliquer. alors ça c'est le chantier, ce qu'on a fait à la Société Mbois, c'est le chantier Gomeni, donc un chantier, une école, hein, avec des murs en paille et des caissons paille. Donc là, on voit bien, par exemple, sur la première photo, le mur prêt à partir. Donc l'OSB intérieur qui fait voile travaillant par vapeur. On a le montant qui a la mêlée collée en 45 360. On a le pare-pluie. Donc entre deux, on a un AGPAN, on a le pare-pluie, le latage. On voit bien le pare-pluie qui repasse par-dessus, donc il a une assez grande ouverture pour pouvoir couvrir après la tête de mur. Et entre deux, on remet un wetguard. Donc le wetguard, c'est l'étanchéité de chez Siga. C'est une sorte de membrane autocollante qu'on peut aussi mettre sur les planchers, qui a un SD, on a regardé hier, il était de 0,2. Donc quelque De chose, 5 à 4,5, je crois. ouais, de 5 à 4,5, donc vachement ouvert. Et on protège tout ce qui va être à l'horizontale, toutes les ouvertures du mur. Donc ça veut dire que là, en fait, vous avez la tête de mur qui est complètement protégée. Donc on voit sur la photo centrale, avant de mettre le pare-pluie, on met cette étanchéité, on laisse passer les élingues et après on met le pare-pluie. Donc ça veut dire qu'en phase chantier, on a une double protection.
on a le wet guard, et une fois que le mur est levé, on le rabat, on rabat le pare-pluie au-dessus de la tête de mur, et là on reprotège encore une fois. Une fois qu'on a levé le mur, on tire tout de suite les élingues et on remet un scotch, un vissant par-dessus pour protéger. Ok. Je peux passer à la suivante? Ouais. Donc la suivante, ça c'est le transport. Donc tous les murs, les charpentes et les caissons, il faut que ça soit bâché, hein. Donc ça a un coût, oui, mais derrière, c'est une protection incroyable pour votre bâtiment. C'est une pérennité d'ouvrage en fait, hein. Donc aujourd'hui, c'est un coût quand même sur des chantiers, hein, c'est vite 1000 euros juste sur des bâches comme ça. Mais derrière, vous gagnez en sécurité, en qualité d'ouvrage, en rapidité, parce qu'en fait, tout ce que vous allez gagner en chantier sur de l'ossature bois, vous pouvez très vite le perdre si vous avez des infiltrations d'eau. Si vous avez la chance, vous le voyez tout de suite, donc vous le traitez, vous perdez du temps chantier. Si vous n'avez pas de chance, vous finissez votre chantier et 2 ans après, ça commence à pourrir et là, vous avez tout perdu. Donc Pareil, voilà. tu Pardon. parlais de coûts, le wet guard aussi, enfin, sur le chantier de, enfin, le Euh, Gomni, c'est une école, enfin, voilà, qui est une extension d'école tout en bois paille. Tu as une idée à peu près de ce que ça représentait? C'était là la protection wet guard, ce qu'on vient de voir. Alors partout, attention, hein, donc ça veut dire les murs, les caissons, on était sur 1200 euros. Donc D'accord. c'est vraiment un poste, hein. Si vous voulez, dans les DPGF, il faut vraiment créer un poste, hein. Sur des Mille- marchés à 400 000, c'est 1200 euros, c'est très rapide. 1200 € pour quoi exactement? Enfin, pour la totalité des murs ou pour un... Pour juste la totalité des murs. D'accord. En gros, si on veut regarder le poste générique, hein, bâche de transport, hein, protection des murs, protection des caissons, le temps qu'on passe sur le chantier à reprendre nos protections, il faut laisser une enveloppe facilement de 4000 euros. En gros, 1% du marché, on a nous estimé à 1% du marché en protection. Donc, si vous voulez, quand vous faites des appels d'offres, ciblez bien un poste au DPGF, protection, et vous lui mettez toutes les protections qu'il faut, et ça doit être un poste vraiment quantifié et pas marqué compris. On doit pouvoir sentir la somme dedans, ce Donc qui fait une là, protection d'ouvrage. on a vu les protections, là. Parce qu'effectivement, sur le chantier, alors il s'agit de protections qui sont extrêmement efficaces, hein. Il ne s'agit pas qu'on nous dise, oui, mais cette fois-ci, il a plu beaucoup, il y a eu du vent, ça Non. a soulevé les bâches, tout ça. Non. Voilà. Un mur qui est Euh, protégé, il est protégé quelles que soient les conditions climatiques. Retour d'expérience, on a eu, dans le Nord, on est bien comme les amis bretons, hein, on est bien exposés. On a levé 2 chantiers paille, donc le chantier de Gomeny et le chantier de Manicourt. Dans les pires périodes, c'est là où on a eu les grosses inondations au mois de novembre. Euh, Il n'y a pas eu de problème. Donc, si on est capable d'avoir des amas d'eau énormes et de ne rien avoir dedans, c'est parce que les protections sont bien mises en œuvre. Donc, c'est faisable. Là, on voit une photo aérienne, hein, donc on a plusieurs détails. On a tout en haut la remorque. Donc, la remorque, on voit les caissons bâchés. Sur le côté, on voit encore, donc en haut à gauche, on voit encore les bois qui sont bâchés. Et là, on voit du levage et on voit au fur et à mesure du levage les têtes de mur où les pare-pluis sont rabattus. Les pare-pluis qui dépassaient en chantier. Voilà, même s'il y a le wet guard, on remet quand même encore le pare-pluis. On le voit à l'avancement du levage, c'est tout de suite bâché. Et c'est pas le soir avant de partir quand on a envie de retrouver notre famille qu'on commence à courir sur le bâchage. C'est dès qu'on a fini le mur, on le bâche et on y va et on avance comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention. Et Oui. pourtant, on voit au sol hein, les trompes d'eau qu'on a eues. Là, un puits d'infiltration, parce qu'on est tout en argile. Voilà, on a un puits d'infiltration. Sur ce chantier, on a eu des trompes d'eau. Tout là, c'est de l'eau. Enfin, voilà. Et on n'a eu aucun problème, hein. Et en haut à droite, on voit, enfin en haut à gauche, on voit les bois qui sont bâchés pour le transport. Donc là, pareil, hein, sur la photo, donc côté gauche, tout au fond, on peut voir un mur donc, qui est protégé avec le wet guard au niveau de l'ouverture. Sur l'avant-plan, pareil à gauche, on voit encore le mur qui est protégé avec le pare-pluis qui redépasse, le pare-pluis qui rabat et un peu de wet guard. Et après aussi, intéressant sur cette photo, c'est les pieds de poteau. Toujours essayer, c'est même pas essayer, c'est pour la pérennité de votre ouvrage en phase chantier, décoller les murs, les poteaux, tout ce qui est les bois, minimum de 2 cm par rapport aux gros œuvres. On sait qu'un gros œuvre n'est jamais parfait, ça c'est le logique,
Donc, si vous êtes en fond de flash, des choses comme ça, vous pouvez vite avoir un peu d'eau qui remonte et le bois absorbe et pompe, hein, surtout du bois par bout. C'est une vraie éponge. Donc, il va s'amuser à pomper, et c'est ça où vous aurez des traces. Ces traces-là, dans le temps, vous n'arriverez pas à les ravoir, hein. Ni par ponçage, ni avec un séchage, avec rien du tout. Elles y seront et elles y resteront. Donc, si vous voulez quelque chose de propre, voilà, on fait des ferrures un peu plus grandes ou on encaisse. Voilà, on trouve des subterfuges. Donc là, on revoit la même photo, mais donc dans l'autre sens. Donc là, on voit bien le wet guard qui protège les ébrasements. Donc là, en fait, à chaque fois que vous avez un wet guard qui s'arrête, c'est parce que vous avez un ébrasement de menuiserie. Parce qu'une fois que votre mur il est complètement fini, en haut, il a le linteau, c'est super, il est protégé, mais sur les côtés, le vent à la verticale, c'est dans les livres. Donc on l'a souvent chassant. Donc on protège toujours les appuis, on protège les latéraux aussi, vraiment complet, complet, complet. Donc automatiquement, ça fait du linéaire. Donc là, on voit le chantier. On a dû arrêter ce chantier-là en l'été. On a commencé en début juillet. On a dû l'arrêter parce qu'on partait en vacances. On l'a laissé pendant 3 semaines, donc à l'eau, et on n'a eu aucun souci. Pourquoi? Parce que bâchage, protection, organisation avec le couvreur. Donc on n'a pas eu de problème. Pourtant, il y a eu un arrêt ferme de 3 semaines. Pendant 3 semaines, personne, ni charpentier, ni couvreur. Et on a pris des beaux orages, en tout cas, pendant cette période. Là, on peut voir un autre chantier, par exemple là-haut, en haut à gauche, c'est Sissonne. Donc ça, c'est un chantier pareil, où on a de la fibre de bois, on a du peuplier dans les murs. Donc isolation en fibre de bois, ça, c'est des murs, ça doit sortir comme ça au jour d'aujourd'hui. En fait, quand vous faites le choix de l'ossature bois, la préfabrication, c'est une obligation. Si vous mettez des isolants, faut pousser jusqu'au pare-vapeur. Donc, il faut faire attention comment vous allotissez vos lots. C'est que le pare-vapeur est obligatoire si vous mettez l'isolant jusqu'au pare-pluie et au latage. Il faut protéger votre mur, le rendre le plus étanche possible à la sortie de l'atelier. Donc là, on voit bien l'exemple. On a la gestion du pare-vapeur à l'intérieur qui protège quand même l'isolant à l'eau. C'est pas une protection, mais il le protège quand même. On n'a jamais eu d'infiltration d'eau via le pare-vapeur. On a un pare-pluie qui recouvre bien la tête à chaque fois, donc faire attention à ça. Et on a bien travaillé aussi, je ne sais pas si on peut zoomer un peu sur les ébrasements. Les ébrasements, il y a quand même un gros travail à faire, aussi bien pour la phase finale du chantier, donc l'étanchéité à l'air, mais aussi en même temps pour la phase chantier, c'est d'avoir une très bonne étanchéité des ébrasements. Alors, je ne sais pas si je peux Non, mais zoomer c'est sur. pas grave. Je sais Ouais, pas si c'était plus sur l'autre. Ouais. Bah, c'était plus sur l'autre. Ouais, voilà. Voilà. Donc on voit bien les scotch et les protections. Ça, c'est vraiment un point très très important à avoir. Et pareil, à chaque fois qu'on appose un mur, tout de suite, on rabat le pare-pluie. Donc ça, c'est quelque chose où il faut faire très attention. Et là, c'était le deuxième chantier. Ça, c'était Manicourt-en-Comté avec le wet guard aussi. Donc là, on voit, si on peut revenir juste en arrière. Voilà. Donc sur les photos à partir centrale à droite, on voit l'allotissement. Bah, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le mur paille. Donc un OSB intérieur voile travaillant par vapeur. Et à l'extérieur, un AGPAN. On n'a pas eu le pare-pluie et on n'a pas eu le latage. Donc là, l'AGPAN, on a de la chance parce qu'on a transformé l'AGPAN en rainuré languetté parce qu'il ne fera pas par vapeur, voile travaillant, pardon, mais il fait par pluie. Donc on a réussi à le transformer pour qu'il sécurise le bâtiment. Et là, on peut avoir un risque. D'autant qu'après, poser les lattes sur un mur, enfin voilà, il faut quand même avoir un repérage pour bien retrouver Ouais, les montants. Tout ça, c'est assez complexe. Enfin, c'est vraiment, enfin, pour moi, en tout cas, à éviter, quoi. Ouais. à éviter. Ouais, exactement. Donc nous, on a donné nos plans de fabrication aux bardeurs pour éviter qu'ils cherchent. Oui. C'est c'est plus sympa. Mais voilà, faut faire attention. Et après, juste sur la photo, si tu sais revenir à l'arrière, la photo de droite, on voit un gros travail des linteaux tout en haut pour aller reprendre. Donc ça, c'est un appui de linteau. Donc là, on voit un gros travail de scotch, mais pareil, pérennité de l'ouvrage. Très important. On a Léo Decker qui nous demande, en lien justement avec la coordination avec les autres lots,
Avec votre retour d'expérience, demandez aux grosses œuvres de se coordonner avec le charpentier pour s'accorder avec votre tolérance de pause. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, ça dépend les grosses œuvres. C'est simple. Alors déjà, les architectes ont un énorme travail à faire, c'est prendre notre DTU et le mettre dans le CCTP du charpentier pour rappeler en fait les tolérances et en même temps le mettre aussi dans le CCTP du maçon en disant attention, le corps d'état qui va venir après vous, c'est un charpentier, donc il aura ces tolérances-là. Déjà, ça évitera les batailles de ouais, mais moi, mon DTU 21 machin, il dit que non. L'ossature bois vient au-dessus de vous, vous devez vous adapter à l'ossature. Et après, c'est pareil, c'est une discussion en fait, c'est une philosophie. Donc, il y a des petits documents du Codifab qui disent par exemple les bons gestes quand on intervient sur un chantier bois. Et ben dedans, ça rappelle les tolérances. Donc, on peut le prendre, on peut l'ouvrir, on peut discuter avec tout le monde, le mettre autour de la table et expliquer. Après, nous, on sait que dans la société, on a pris le parti d'aider les maçons, de les prendre par la main et de s'impliquer d'entrée de jeu. Donc, ça veut dire, on va peut-être vérifier les coffrages. On va vérifier les coffrages, donc les coffrages de dalle pour voir déjà l'éclairage de la dalle, pour voir un peu le contour de la dalle, voir s'il est bon. On va venir quand il a coffré ses talonnettes, on va les contrôler. On va tout de suite réceptionner. On va pas attendre que son équipe parte, parce que quand il y a quelqu'un sur place, c'est toujours plus simple de remettre un coup de ponceuse que quand il est sur un autre chantier. Donc ça commence à venir de plus en plus, mais c'est encore un travail de longue haleine. Ouais. Là, on est sur une étanchéité, c'est ça, hein? Ouais. Alors là, on est sur une étanchéité, donc panneau OSB. En dessous, on a un latage horizontal en peuplier en 45-145 qui fait en même temps un peu faux plafond. Et là, on a redéroulé en fait du wet guard sur la totalité. Donc sur les deux premières photos, donc toiture terrasse, wet guard, on voit bien les acrotères qui sont protégés, on voit bien le wet guard qui est passé. Et ça tombe bien parce qu'après, normalement, il y a des photos d'un sinistre sur ce chantier-là. C'est ça, Thomas? Ouais. Ouais, juste après, et petite précision, sur ce chantier-là, on est sur des caissons paille. Alors, autant vous dire qu'une reprise Alors, d'humidité, de l'autre côté, le dernier à droite. oui, voilà, celui qui Les est à deux droite, pro... Ouais, voilà. Donc, le dernier qui est à droite, c'est caisson paille. Donc, toiture support d'étanchéité, caisson paille avec un tasseau ventilé parce qu'on doit respecter la ventilation au-dessus du caisson paille. Et ce chantier-là, on l'a posé pendant le mois de novembre où on a eu des déluges. Et on n'a pas eu d'infiltration d'eau sur le chantier paille. donc voilà, les membranes d'étanchéité, là, on voit que la noue centrale est là, hein, et donc il y a une évacuation ça doit pas être la Voilà. seule qu'on a eu Alors, ici. c'est pas la seule, tout en sachant qu'en fait, cette évacuation, nous, on l'a prévu d'atelier, donc on a fait la réservation. Le couvreur nous a donné ses manchons. On a pris les manchons dès qu'on a posé le caisson, on a pris les manchons, on les a posés, on a réétanché autour du manchon et on a tout de suite raccordé le manchon au réseau. Donc faire attention que le réseau soit capable d'accepter l'eau en phase chantier. Donc ça veut dire au VRD de brancher ou d'aller chercher plus loin pour pas inonder le pied de fouille et qu'on puisse brancher tout de suite. Là, c'est petite photo, petit aparté avant de repasser sur le chantier dont tu parlais, Adrien. Voilà, enfin, pas petit, gros point de vigilance. Voilà, construction bois et étanchéité bitumineuse, par exemple. Hein. Les étanchéités bitumineuses, elles sont posées au chalumeau. Souvent, on a vu que les têtes d'acrotères étaient protégées par des parapluies qui sont sensibles à la flamme. Voilà. Et on voit ici un exemple de chantier sur lequel l'étancheur est passé et qui a détruit les protections en tête de mur sur lesquelles, effectivement, il y aura des infiltrations. On voit que voilà, les OSB ne sont pas jointifs, tout ça, il y a plein d'endroits où l'humidité va passer. Donc là, on voit le chantier de Sissonne. Donc celui qu'on avait vu juste avant avec le wet guard complètement déroulé. En fait, nous, on est parti du chantier. Pendant 2 ou 3 mois, personne n'est intervenu, pas de couvreur, hein. Aucune fuite, pas de souci dans le bâtiment. On avait tout bien recouvert. De toute façon, on le voyait sur les photos avant. Heureusement qu'on a fait aussi un reportage photo. Ça, faut faire attention, mais faut pas hésiter d'enrichir le dossier chantier en photo. Et puis après, le couvreur est venu. Donc le couvreur a étanché en plein carré. Et puis à un moment, il a refait quand même ses acrotères. Donc il y allait de bon cœur.
Le seul problème, c'est que nous, on n'était plus en phase chantier. Personne ne montait sur le chantier pour vérifier l'avancement et pour vérifier l'état. Et c'est une fois quand on nous a appelé pour un petit problème à l'intérieur sur une poutre, où là, moi, j'ai dit, mais on a en fait un autre problème parce qu'on a de l'eau dans le bâtiment. Et personne s'était inquiété. Donc, on avait de la moisissure dans les murs, on avait des traces d'eau à l'intérieur du bâtiment et personne s'inquiétait. Donc ça, en fait, ça, c'est l'interface charpentier-couvreur. Nous, on part, notre ouvrage, il est protégé, il est conforme, il est périn, donc il passe les intempéries. Un autre corps d'État intervient, on n'est plus sur le chantier, on ne peut pas le contrôler, on ne le voit pas. Et là, il y arrive des problèmes. Et en plus, on s'est aperçu que à ce moment-là, il y a eu un trou dans la raquette, mais complet, parce qu'il n'y a pas de suivi de chantier. Il y avait un suivi de chantier, mais pas pertinent sur le lot bois. Donc, on s'est retrouvé avec beaucoup de problèmes. Voilà, comme en plus, on voit, c'est du peuplier au-dessus. Donc, des infiltrations d'eau, ils ont coupé le pare-pluie pour passer leur bardage. Ils n'ont pas étanché sur les relevés d'acrotère, des choses comme ça. Donc là, on a eu un gros sinistre dans le mur hein, parce que toute l'eau descendait dans les murs. Donc là, on voit un petit peu. Donc les réservations étaient faites. Le couvreur est arrivé, n'a pas raccordé. Il a rouvert en fait la membrane de protection qu'on avait faite et n'a pas raccordé. Après, on voit un autre problème, c'est avec la dalle qui a été coulée, donc une chape. Au-dessus, c'est une CTA, donc pour le phonique, ils ont recoulé une chape. Pas de protection. Donc on voit bien tous les bois, ils ont pris de la laitance. Donc gros problème aussi de protection. Donc là, c'est plus le maçon qui revient. Et après, des infiltrations d'eau en toiture via le manquement en fait de l'étancheur sur l'étanchéité. Alors, comment on fait voilà, quand on a un chantier comme ça? Voilà, je te laisse expliquer Alors, les mesures qui ont été comment prises. on fait? Alors déjà, on cherche qui est le coupable parce que tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Donc là, on sort les photos et puis on fait voir les photos et puis on dit non, nous on a quitté le chantier et puis c'était comme ça. Donc déjà, on remet l'église au milieu du village. Une fois qu'on a trouvé le coupable, entre guillemets, on commence à regarder comment on fait. Est-ce qu'on va faire de l'assurantiel? Donc est-ce qu'il va déclarer en assurance ou est-ce qu'il va payer, entre guillemets, à l'entreprise directement? Là, le chantier était tellement impacté financièrement qu'on est parti en assurantiel. Donc là, protocole. Donc ça veut dire, on reprend le bureau d'études qui suivait la phase chantier, là, qui était un G-bois. On revient, on rouvre, on resonde tous les murs. Donc ça veut dire, on ouvre, on perce avec le testeur d'humidité. Et dès qu'on a un doute, on ouvre complètement le mur et on va chercher l'isolant et on va tout enlever. Donc en fait, on démonte le mur au fur et à mesure. Voilà. Donc là, par exemple, on a piqué. Alors déjà, d'une, ça se voyait à l'extérieur, hein, les traces Alors, vertes. juste, Humidité. Ouais. juste là, on voit, vous voyez les chiffres hein, qui sont sur le. Chaque chiffre correspond à un relevé d'étanchéité, Ouais. d'humidité. Ouais. Et on les numérote. Vous voyez, 8A, etc., etc. En fait, on fait le rapport photo pour le localiser sur le plan et après, on vient tester l'humidité. Donc, le 8A, il était à 43% d'humidité. On est monté jusqu'à des 52, 55 sur le chantier en humidité. Hein. Donc, attention à ça. On regarde, on pique et de toute façon, on voit déjà les bois qui étaient fortement attaqués. Une fois qu'on a tout localisé et qu'on a tout sécurisé, et ben là, on passe sur la phase démontage. Donc, la contre-cloison, on la démonte. On va démonter le pare-vapeur. On va démonter l'isolant. Tout l'isolant, on le jette. On n'essaye même pas de le faire sécher. On ne cherche même pas. C'est à la benne. Le pare-vapeur, pareil, même chose. On le sort à la benne. On attend que l'humidité, donc on met des humidificateurs plus des sécheurs dans le bâtiment. On attend que l'humidité redescende. On essayait, nous, d'atteindre 15% d'humidité avant de retraiter. Donc après, on refait du traitement. Classe 2, donc 2 fois en pulvérisation. Première phase, on attend que ça sèche. Deuxième phase, donc à peu près 5 jours. Une fois que c'est fait, on reconvoque tout le monde, on fait un constat d'huissier, on reprend les humidités et on refait un constat d'huissier. Et à partir de ce moment-là, si on est tous d'accord, on repart sur l'isolation et le pare-vapeur. Et on refait bien sûr le test d'infiltrométrie à la fin. Sur ce chantier-là, combien ça a coûté? 47 000 euros de mémoire. Voilà. Donc, voilà, c'est hyper impactant sur les chantiers. Non seulement il y a un impact financier, il y a un impact énorme sur le planning. Voilà. Et donc, voilà, c'est très compliqué. Et il faut savoir aussi que pour nous, entreprises, ça a été terrible.
Pourquoi? Parce que on aime nos ouvrages, donc c'est quand même dégrader nos ouvrages et ça nous fait mal au cœur. Et en plus, après, il faut qu'on réponde présent en face du client alors qu'on a déjà un planning qui est très chargé. Donc en fait, des accidents comme ça sur un chantier, on le subit. L'entreprise qui a fait l'erreur l'a subi, mais nous aussi, on l'a subi. Alors pour elle. On a une question sur les humidimètres de Pierre Delot qui nous demande si ils sont fiables pour les forts taux d'humidité. D'après son expérience, ces humidimètres à paille ne le sont pas. Donc, je ne sais pas si Pierre, vous voulez prendre la parole pour peut-être nous parler d'un retour d'expérience. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. En fait, j'ai fait des tests pour comparer justement, à cause de problématiques de dégâts des eaux potentiels, test du millimètre à paille. Enfin, j'en ai testé trois et j'ai comparé avec des mesures que j'ai fait au micro-ondes, tout simplement en mettant 100 grammes de paille dans un micro-ondes et puis en enlevant le plus d'eau possible. Et je me suis aperçu que les humidimètres à paille, bah, leur calibration, elle était bonne. Bah, en fait, pour le monde agricole, tout simplement, pour des bottes de paille qui seraient rentrées dans des hangars. Et le but, c'est justement qu'elles soient en dessous de 20% d'humidité pour éviter que les hangars prennent feu, grosso modo. Mais dès qu'on va titiller des taux d'humidité qui sont ceux qu'on pourrait avoir suite à un dégât des eaux, 40, 50%, voire beaucoup plus, là, les réponses qu'ils donnent, en fait, sont assez délirantes et complètement incohérentes d'un millimètre à l'autre. Donc, il faut, je pense, être très vigilant sur les valeurs qui sont annoncées par les humidimètres et bien se renseigner auprès des fabricants. Euh, en tout cas, pour les matériels qui sont, les outils qui ne sont pas prévus pour le monde du bâtiment, comme c'est le cas des humidimètres en paille, en tout cas. Tout à fait. Mais de toute façon, je pense qu'un ballot qui dépasserait les 20% d'humidité, il n'est pas du tout réutilisé. Il est sorti et Alors, nous, on a deux types d'humidimètres, hein. On a l'humidimètre pour les palos, donc c'est celui avec la grosse tige, donc, et le manche jaune, là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, ce qui est vraiment dans le monde agricole. Donc là, c'est vrai qu'à un moment, pardon, Le Draminski. ouais. Donc celui-là, c'est vrai qu'à un moment, à partir de allez, 25, on voit l'aune marquée point à la ligne, il veut plus. Celui que j'ai mis sur le chat, lui, il fait aussi bien du bois, il fait aussi bien de la paille, donc il faut le calibrer pour de la paille suivant le tableau. Et là, vous avez une plage qui va à peu près jusqu'à 50. Après 50, il veut plus de toute façon. Et si je peux me permettre, en fait, donc c'est pas sur la paille hein, que j'ai dû recalibrer les humidimètres, c'est sur Oui. d'autres isolants agro-sourcés. Mhm. Et en fait, j'ai ressenti le besoin de faire des abacs de correction des valeurs affichées, justement parce que il y avait trop d'écart. Et quand on parle de 20%, bah, peut-être que d'un humidimètre à l'autre, en fait, pour une valeur réelle de 20% de taux d'humidité, il y a des humidimètres qui vont afficher 15 et d'autres qui vont afficher 25. Et donc, ça peut être assez important, en tout cas comme écart. Donc, voilà, j'attire la vigilance par rapport à ça, en tout cas prendre une marge. Et moi, je sais que pour les matériaux sur lesquels je travaille, la règle que j'ai élaborée à partir des mesures que j'ai faites, c'est tant que l'humidimètre affiche moins de 15% de taux d'humidité, je suis sûr que sur mon matériau, j'ai moins de 20% d'humidité, de taux d'humidité réel. Donc, j'ai une marge de 5% par rapport à la valeur affichée, en précaution. Il y a peut-être une question d'étalonnage régulier à faire. On a une remarque de Sébastien Attané à ce sujet. Alors, Donc, nous, quand on l'a acheté, on a un étalonnage, on a un certificat d'étalonnage hein, sur Oui, mais vous avez un l'humidimètre paille. certificat sur de la paille et sur Ouais, de la paille. En fait, on sait que la réponse de l'humidimètre dépend de la masse volumique. oui. Donc, suivant l'endroit où on met la sonde, on a une réponse aussi un petit peu différente. Ah Donc, oui, ouais, il faut pas piquer qu'à un seul endroit, il faut pas boire l'humidimètre, il faut quand même le ballot, faut le chercher un peu, ouais. et ça, c'est la même chose pour le bois. Pareil, hein, quand on vient piquer le bois à deux ou trois endroits, on n'a pas exactement le même taux d'humidité. Des fois, il peut y avoir des poches d'eau, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont. C'est pour Qui ça sont qu'il à y a des vérifier, ouais. procédures de contrôle où il faut renouveler les mesures. On va continuer d'avancer. Et juste là, l'image suivante, alors c'est une image qui m'a été confiée par mon collègue Hervé Boivin. C'est un plancher. Hop, voilà. Euh, ça, c'est un. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a un plancher
complètement détruits par des champignons, alors une multitude de champignons certainement, et sur des temps qui sont très courts. Entre le moment où le bâtiment a été fermé et le moment où on arrive à ce constat-là, il s'est passé peut-être 2 ans et demi, moins de 3 ans. Voilà. C'est pour vous dire que quand on enferme de l'humidité dans un mur, et en l'occurrence, on l'empêche complètement de sortir, on est sur des dégâts qui peuvent être toucher à la pérennité du bâtiment, tout simplement. Donc là, on est sur un plancher qui s'effondre. On voit que les poutres sont complètement mangées et on voit très bien, ce qui est très parlant, c'est que, je vais vous zoomer, un petit zoom ici, on voit que là, vous avez la latte. Ça, c'est une latte qui date du moment de la construction du bâtiment, qui a même le même temps que la poutre qui est juste au-dessus, que tout le noir qui est au-dessus, ça a été posé en même temps. Et on voit que ce qui est juste en dessous du film, qui était complètement étanche, et donc protégé de l'eau et ventilé, est en parfait état. Et dès qu'on est dans la partie qui était complètement confinée et humide, on a des dégâts qui sont catastrophiques pour le bâtiment. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont... Quand on parle d'humidité et qu'on détecte des problèmes d'humidité, il faut les gérer. Voilà, il ne faut pas mettre ses mains devant les yeux, même si ça va coûter cher, même si ça va... Des fois, c'est des choses qui sont très problématiques pour tout le monde, mais il faut absolument que ce soit géré. On ne peut pas imaginer laisser les choses en l'état sans les gérer, sans réouvrir les caissons, retirer les isolants, jeter les isolants, retraiter les bois, procéder à un séchage. Voilà. Tout ce qui a été présenté, enfin toutes les informations qui ont été présentées, les schémas, sont dans le guide pratique. Alors, vous n'avez pas effectivement les photos des retours d'expérience qu'a présenté Adrien, ça c'est nos photos. Mais tout le reste, sur les procédures de contrôle, vous le retrouverez dans le guide pratique construction bois et gestion de l'humanité en phase chantier. Voilà. Je ne sais pas s'il reste encore des questions. Alors, on a une question de Charlotte Bertino, donc plus pour la gestion de l'humidité, enfin de la migration de la vapeur d'eau, on va dire. Est-ce que vous observez des désordres liés au percement du pare-vapeur lors de la pose du doublage intérieur et des passages de réseau? Oui. Alors, oui, alors le monde a bien évolué. Maintenant, les gens comprennent la contre-cloison, à quoi elle sert. Donc, c'est bien. Et en fait, c'est tout ce qui n'est pas anticipé. Donc, les percements, des spots extérieurs, pour aller chercher des sondes, pour aller mettre des sonneries d'école. Voilà, l'électricien est un lot qui est très, très compliqué à gérer dans l'anticipation d'un chantier. Ça veut dire que il commence à regarder un petit peu où il passe quand il arrive sur le chantier et pour nous, c'est un peu compliqué. Donc souvent, on s'aperçoit en réception de chantier de ah bah tiens, il y a un spot sur le bardage et pourtant, quand on a bardé, on n'a jamais eu de spot. Donc comment il a fait pour faire l'étanchéité à l'eau? Comment il a fait pour faire l'étanchéité à l'air? Voilà, on a souvent des problèmes, ouais. Alors, il y a des choses simples en plus, c'est le faire avant, ça c'est pas compliqué. Ou nous le dire et on peut passer une première gaine que nous on va étancher et toujours bien faire attention à la gaine de l'intérieur vers l'extérieur en descente. Donc au cas où il y ait de l'eau qui rentre dans la gaine, elle reste toujours vers l'extérieur. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à l'électricien qu'il fasse une petite goutte d'eau avec son câble pour aller chercher le luminaire après à l'extérieur. Comme ça, même si on a de l'eau qui n'est pas, pour X raison, qui vient dans le spot, la goutte d'eau fera qu'elle ne remontera pas dans la gaine. C'est des petites sécurités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, C'est pas bon. d'autres questions. Bon. Ce webinaire, il a été enregistré, vous le retrouverez sur notre site internet et sur notre site internet également, vous trouverez les différentes visites de chantier qu'on propose, toutes nos publications, voilà, et les vidéos également qu'on réalise sur des projets de construction bois qu'on accompagne. Et les dernières qui ont été publiées, vous les voyez à l'écran. Tout ça, c'est disponible sur le site de FIBOA de France. Écoutez, moi, je vous remercie. Je remercie, un grand merci à Adrien, voilà, pour le partage de ses expériences. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée.